Bonjour à tous, c'est Nikita du Medialoa News, bienvenue dans le monde Amani. Je suis toujours accompagné de Ness et de Jean et on va parler du nouveau thème qui est « Peut-on vieillir dans le rap ?» Alors les gars, qui voudrait commencer, qui voudrait explorer un petit peu cette nouvelle thématique? Je pense que pour synthétiser ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, je crois qu'il y a des moyens de vieillir dans le rap. Déjà, il y a deux choses qu'on peut distinguer, c'est une œuvre qui vieillit dans le rap, une œuvre rap qui vieillit, et un artiste qui vieillit dans le rap. Mais pour les deux cas, je crois qu'il y a des éléments qu'on peut aller chercher dans d'autres disciplines et dans, en fait, même qu'est-ce qui percole dans l'histoire en général, qui peuvent nous permettre de dire quelles sont les conditions qui font que quelqu'un peut rester dans le rap ou pas, et c'est ça que j'ai envie d'aller piocher aujourd'hui. Je suis d'accord avec l'analyse du fait de est-ce que c'est l'artiste qui vieillit ou est-ce que c'est une œuvre qui vieillit. Maintenant, est-ce qu'un rappeur peut vieillir dans le rap? Je pense que oui, et je pense qu'un acteur peut aussi très mal vieillir, un rappeur peut aussi très mal vieillir dans le rap, et je crois que ça dépend beaucoup de à quel point il adapte finalement sa façon de faire de l'art. Parce que je crois qu'on peut même généraliser ça en artiste de manière générale, et à quel point finalement un artiste qui a réussi peut continuer sa réussite en s'adaptant à l'époque dans laquelle il est. Donc ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'adaptation pour toi. Ouais, enfin je veux dire, en tout cas je pense qu'un artiste qui vieillit, forcément il traverse différentes époques. Et il doit essayer de s'adapter à ces époques. Je pense que quelqu'un qui réussit très bien et qui fait exactement la même chose pendant toute sa carrière, en tout cas, il ne va pas avoir le même succès. Maintenant, on peut redéfinir ce que c'est le succès. On peut redéfinir ce que c'est qu'un artiste qui réussit. Est-ce qu'un artiste qui réussit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès? Ou est-ce qu'un artiste qui réussit, c'est quelqu'un qui a peut-être une petite fanbase bien précise, bien compacte, et qui va garder cette fanbase au fil du temps, mais qui va a priori pas toucher de nouvelles personnes, parce que je pense que les goûts changent et les choses qui accrochent des fans changent aussi. Moi je pense que si on prend la dimension temporelle ici, ce qui est important, c'est le prisme qu'il faut prendre, c'est un artiste qui parvient à marquer son temps. Succès ou pas succès, classique ou platine, ce qui est important, c'est qu'on puisse déterminer ensuite s'il a marqué son temps ou pas. Et je pense que pour un peu guider, en tout cas ma perspective là-dessus, pour guider une espèce de grille de lecture de tout ça, ce dont je voudrais parler, c'est dans les années 50, il y a pas mal de chercheurs en psychologie et en psychanalyse qui ont commencé à s'intéresser à qu'est-ce qui marquait une époque, qu'est-ce qui marquait, quel type d'histoire restait et quel type d'histoire ne restait pas. Et en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est l'évolution des mythes et des légendes, et en particulier l'évolution des archétypes de personnages et celui des héros. Parce que ce qu'on constate quand on regarde l'évolution des héros dans l'histoire, c'est qu'en fait, ils se ressemblent beaucoup. Il y a plein d'histoires de héros qui sont en fait les mêmes. Il y a plein de héros qui sont orphelins, il y a plein de héros qui font face aux ténèbres, il y a plein de héros qui sont aidés par un sage. Si tu prends Luke Skywalker, Harry Potter, Bouddha, c'est toujours la même. Tu vois, il y a une espèce de mécanique qui se remet en place. Et donc ces chercheurs ont déterminé un peu les ingrédients qui font qu'une histoire, quelque chose qu'on raconte, va marquer son époque et marquer son temps. Et je pense qu'on peut utiliser cette grille de lecture et l'appliquer au processus du rap et au processus du rappeur pour en déterminer un peu qu'est-ce qui fait qu'un rappeur peut marquer son époque ou pas. Dans quel genre de processus il doit s'engager pour le faire. Mais pourtant, là, de ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose de relativement intemporel. Et donc, comment est-ce qu'on explique que... Enfin, on ne pourra jamais refaire l'histoire, mais est-ce que si IAM sortait L'école du micro d'argent demain, est-ce que ce sera un album à succès comme il l'a été, ou est-ce que ce sera un flop, tout en les gardant dans la même situation sociale, etc., que ce qu'ils avaient. Donc, voilà. Alors, ce que je décris ici, en fait, c'est une mécanique abstraite qui doit s'appliquer à chacune des époques. Mais en fait, l'époque, c'est une dimension. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'authenticité du personnage. Mmh. Et donc, je regardais un peu toutes ces histoires. Comme je disais, Luke Skywalker, il a une histoire de héros. Frodon, il a une histoire de héros. Harry Potter, il a une histoire de héros. Simba dans Le Roi Lion, tout ça, en fait, c'est des archétypes de héros. Et en fait, quand tu regardes un peu de plus près, il y a plein de personnages dans le rap qui reproduisent tous ces archétypes. Et un personnage en particulier dont je voulais parler aujourd'hui, qui est un peu sur le côté, mais qui, à mon avis, symbolise très fort le genre d'approche que les rappeurs ont et qui doivent avoir pour marquer leur temps, c'est Pinocchio.
Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Pinocchio. Ça en référence à la chanson de Booba, Damso. Moi, je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, tiens, Damso, il m'a double masqué avec ça. Donc, l'histoire de Pinocchio, c'est l'histoire d'une marionnette qui veut devenir un enfant, un vrai enfant. Et cette marionnette, elle est, par définition d'une marionnette, elle est contrôlée par des forces qu'elle ne contrôle pas elle-même. Elle est là et elle ment beaucoup. Elle manipule les choses, elle croit qu'elle pourra être vraie en manipulant les choses, en mentant. Elle se fait manipuler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la phase où il y a les renards qui le manipulent et en lui disant « Ah, t'as trouvé 5 pièces d'or, viens, on va investir ça, tu vas recevoir blindé », et puis qu'il le braque. Histoire que tu peux retrouver chez plein de rappeurs. Et puis, il se fait sauver par la fée. Il ment à la fée parce qu'elle lui dit « File cette thune à ton père ». Il dit « Ouais, mais j'ai perdu la thune. » Et là, son nez commence à pousser. Et là, qu'est-ce qu'il capte ? Il capte que... Enfin, elle lui fait la leçon, en gros, mais elle lui explique que pour être vrai, il faut commencer par arrêter de mentir. Il faut être authentique. Précondition à être un vrai enfant, c'est qu'il faut être authentique. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il décide d'aller sauver son père, Geppetto, qui est dans le ventre de la baleine. Et en fait, le symbole que c'est ça, c'est qu'une fois que tu as décidé d'être authentique, tu dois faire face à tes démons et à tes ténèbres. Tu dois aller dans l'abysse de ta propre chair et tu dois faire face à tout ça. Au risque de ta vie, parce qu'au final, il va dans les ténèbres, il va dans les abysses, il essaie de sauver Geppetto et il est à moitié mort quand il se retrouve sur la plage. Donc au risque de ta vie, tu dois faire face à tes démons et c'est au sortir de ça que tu seras vrai. Et c'est en se réveillant sur la plage qu'il devient un petit enfant. Pour synthétiser tout ça, je pense que chaque artiste a comme mission d'être authentique, de prendre ses responsabilités, de faire face à ses ténèbres. Et ceux qui parviennent à faire ça et qui reviennent, qui rapportent le trésor qui est caché par le dragon et toutes ces histoires-là, c'est ceux qui marquent leur histoire. Et il y a vraiment un truc en psychanalyse qui a été établi par Carl Jung qui dit « Tu trouveras ce que tu cherches le plus à l'endroit que tu oses le moins regarder ». Et je pense vraiment qu'en fait, c'est le challenge d'une vie pour tout le monde, mais tout artiste, en particulier les rappeurs, et je reviendrai là-dessus parce que je pense que c'est ce qui fait le challenge vrai du rappeur, se doit de faire ça. Et il y en a plein qui le font inconsciemment, je ne demande pas qu'ils en soient conscients, mais ceux qui ne respectent pas l'authenticité et la responsabilité d'affronter leurs démons, combattre leurs dragons, récupérer le trésor et le ramener, ils parviendront pas à toucher ça. Après là, je fais le dingue, il y a plein de gars qui peuvent ne pas correspondre à cette règle-là, mais je pense que c'est un bon prisme de lecture pour déterminer qui marque son temps ou pas. Mmh. Tu es en train de nous dire que Pinocchio, c'est le remake de Validé. Ouais, c'est peut-être la métaphore. Validé, c'est le remake de Pinocchio. Ma critique de Validé, j'ai adoré Validé, etc. Mais ce qui manque dans Validé, c'est que les défis auxquels fait face Clément manquent de ce besoin d'authenticité. En fait, il a son talent et il avance avec son talent, etc. Alors que le vrai défi d'un artiste et d'un chercheur de pouvoir, c'est d'aller faire face à son démon profond, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu entends par démon ? Est-ce que c'est démon au sens personnel du terme ou au sens artistique ? Dans cette analyse-là, en fait, le démon, il peut être partout. Ça peut être un démon social. Donc, il y a plein de rappeurs. Et c'est pour ça que le rap a été fort aussi au début. C'est que les ténèbres, c'était les ténèbres que la société imposait sur toi. C'est la difficulté de la rue, c'est la difficulté des inégalités, etc. Mais les démons, c'est aussi ce qui est à l'intérieur de toi. Tu sais, en off, on parlait de Lélo. Lélo, c'est un gars qui fait face à ses ténèbres tout le temps. Je crois qu'il n'en est pas encore sorti, mais il fait face à ses ténèbres tout le temps. Et on peut citer, à mon avis, toute une série d'artistes qui traversent... Ou ces ténèbres qui font face à lui, peut-être. Ouais, je crois que c'est eux qui essaient de le chercher. Mais tu penses à un gars, toujours le même, Kanye West, c'est exactement ça. Kanye West, tous ses albums, c'est un retour d'une descente aux enfers, quoi, tu vois. C'est un retour d'une descente aux enfers. 808 and Heartbreak, c'est exactement ça. My Dark Twisted Fantasy, c'est exactement ça. Et t'as plein d'artistes. Stromae, quand il écrit Papa Outé, en réalité, Papa Outé, c'est une chanson super triste. C'est lui qui rentre dans son histoire de paternelle et qui se réconcilie avec ça et qui nous apporte quelque chose. Mais ce que tu dis, est-ce que c'est... je trouve que c'est vraiment pas mal ce parallèle avec Pinocchio, mais est-ce que c'est justement pour qu'un artiste perdure ou pour qu'une œuvre perdure ? Parce qu'un artiste est quand même confronté à l'environnement dans lequel il est, et je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas non plus négliger les effets de mode qu'il y a, les effets de tendance, etc. Et je pense qu'il y a des artistes qui, même s'ils rentrent dans une introspection et qu'ils affrontent leurs démons, etc., ben, il se trouve que le résultat de cet affrontement ne va peut-être pas coller au code de l'époque dans laquelle on vit. Honnêtement, je suis super d'accord, mais de nouveau, je crois qu'il faut regarder c'est quoi quelque chose qui perdure. Est-ce que c'est une réussite
qui perdure, ou est-ce que c'est la cohérence d'un artiste qui fait que il a une œuvre qui est complète ou quoi? Mais je pense que peut-on vieillir dans le rap, en fait, ça peut impliquer plein de questions qui peuvent se répondre par oui, par non, ou par peut-être ou quoi, et il faut arriver à définir quelle métrique est-ce qu'on vise. Et j'aimerais peut-être rajouter là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des standards à respecter dans le monde de la musique et que très peu de gens, on a parlé des concepts, etc., conceptualisent leurs projets et respectent certains formats de pas placer un hit par là, un truc Zumba par là, etc. Et comment marquer son époque avec cette perspective-là. Et aussi, d'un autre côté, tu as parlé de Kanye West. Est-ce que c'est difficile pour des artistes comme ça qui marquent leur époque en même temps qu'ils créent? Dans le sens où, par exemple, Kanye West, ou je pense à PNL aujourd'hui, il y a une espèce de pression sur ces artistes-là, c'est de se dire, quand vous allez sortir un projet, nous, public, on attend que vous nous marquiez l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Alors je suis complètement d'accord avec ces dangers-là. Peut-être pour remettre en perspective, ce que j'explique ou ce que je crois avoir compris, c'est une précondition. C'est-à-dire que tu ne peux pas marquer ton époque si tu n'es pas authentique. Et si t'as pas... En fait, l'authenticité, c'est Pinocchio, arrête de mentir sinon ton nez pousse. D'ailleurs, j'ai la punchline, la belle punchline de Booba qui disait « Je leur fais toujours à l'envers, je mets de la harissa dans leur camembert, il y a dû y avoir un quiproquo, je mens dans ta chatte comme Pinocchio. » Donc il y a la dimension authenticité, mais il y a la dimension avoir quelque chose à raconter. C'est pour ça la confrontation avec sa part d'ombre et les ténèbres, c'est pour avoir quelque chose à raconter. Ça, c'est la démarche de l'artiste, pour qu'il puisse marquer les gens. Après, il y a le jeu du hasard, il y a le jeu des circonstances et de l'environnement. Est-ce que tu as quelque chose à raconter qui parle aux gens ou pas, etc. Ça, je suis complètement d'accord et c'est l'environnement qui le décidera. Mais si tu ne suis pas ce parcours-là, je pense que c'est très difficile d'avoir quelque chose qui va toucher les gens. Et tu peux avoir, par rapport à ce que tu disais toi, la dimension succès, il y a plein d'œuvres qui ont eu un succès à une époque, on n'en a plus rien à foutre. Il y a plein d'histoires dans l'histoire de l'humanité qui ont existé. On retient Simba. On a vu plein de dessins animés quand on était petit, on retient Simba, on retient Pinocchio, on retient Mowgli. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des raisons pour lesquelles on retient cela et pas le reste, même s'il y en a qui ont eu plein de succès à l'époque. Et je crois qu'il y a un truc qui fait écho dans ce que tu dis et de manière générale pour continuer à grandir et à vieillir dans le rap. C'est dans le rap, on a souvent des jeunes rappeurs qui viennent de quartiers un peu plus difficiles, etc. et qui ont une certaine vie et qui, à un moment, percent en racontant leurs expériences. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'à partir du moment où ils commencent à percer, ils changent complètement de statut. Exactement. Ils changent de statut, ils changent de vie. Et donc, je pense par exemple à un artiste qui, pour moi, même si je l'ai adoré, a mal vieilli dans le rap, c'est Cynic. Où Cynic, il avait ce truc, gangsta, etc., j'étais en prison. Et puis, il a eu un succès et il a continué à raconter la même chose. Alors que, de toute évidence, ou alors c'était uniquement un rap nostalgique de ce qu'il vivait, mais en tout cas, il sonnait faux. À un moment, ça sonnait faux et ça n'allait plus. Et je pense qu'une question qui pourrait découler de ça et qu'on pourrait peut-être même faire dans un autre épisode, c'est à quel point le premier album, c'est un album qui est déterminant et qui est particulier surtout dans la vie d'un rappeur. Et je pense notamment à Nas. Putain, j'allais dire, il était dans ma liste de gars qui ont eu exactement ce parcours. Voilà. Illmatic, pour moi, c'est dans le top 5 des meilleurs albums de l'histoire du rap. Et là, on sent vraiment qu'il donne tout ce qu'il a vécu jusqu'à, je sais pas à quel âge il a sorti, mais très jeune. Et il est hyper particulier. Et il a dû s'adapter après avec un succès que moi je trouve que c'est un gars qui a réussi à vieillir dans le rap et qui maintenant produit, etc. Ah, c'est marrant, moi je le prenais comme exemple de gars qui avait quelque chose à dire dans le premier et puis en fait je le mettais dans la même case que Cynic. Moi je trouve qu'il a quand même fait, c'est pas Jay-Z, ok, c'est pas un gars qui a super bien vieilli, mais il a quand même réussi à faire, il a pas fait un album quoi. Je trouve qu'il a quand même fait d'autres albums. Mais il a marqué l'histoire avec une œuvre. Voilà, et il a marqué l'histoire avec une œuvre. Et je pense que ça pose aussi la question de... Il y a beaucoup de rappeurs et d'artistes, ou même de sportifs ou quoi, qui disent « J'ai pas envie de m'arrêter quand j'aurai gâché le début de ma carrière. » Et qui disent, typiquement, je sais pas, moi je pense à des footballeurs ou à des basketteurs. Typiquement Michael Jordan, quand il avait pris sa retraite, bon après il est revenu, mais il avait dit, moi j'ai pas envie de gâcher les magnifiques années de ma carrière de basketteur. Ah oui, tu veux dire qu'ils veulent partir au pic. Voilà, okay. en passant 5 ans où je suis misérable et où les gens vont finalement retenir en grande partie ça, quoi. Voilà, et je pense que c'est vraiment important de voir, de se dire que
l'œuvre d'un artiste, elle doit changer parce que la vie d'un artiste, elle change. Alors, je suis complètement d'accord avec ça et c'est pour ça que je suis venu avec ce prisme-là. C'est parce que je pense que ça doit être le parcours de chaque œuvre. Donc ce que je décrivais là, ce parcours du héros, ce rite initiatique, cette confrontation aux ténèbres, cette prise de responsabilité, ça doit être le parcours qu'un artiste doit traverser à chaque nouvelle œuvre. Et je suis complètement d'accord avec le fait que dans le rap, le challenge, c'est que souvent cette première étape des ténèbres, c'est celle qui est imposée par l'environnement et qu'une fois qu'ils ont du succès, l'environnement n'est plus là, ils doivent aller chercher des démons ailleurs. Parce que ce n'est intéressant que si tu fais face à des dragons et des démons. On s'en fout des histoires où c'est des gars qui se tapent la main. On veut des dragons et on veut des ténèbres. Ça ne doit pas être négatif, mais ça doit être quelque chose de challenging. Et ça devient très difficile pour eux, s'ils ne font pas de l'introspection, de commencer à regarder autour d'eux et de trouver quelque chose d'intéressant à dire quand tu as une villa avec 4 piscines, etc. Ce qui, à mon avis, explique beaucoup de ces derniers albums qu'on a eus, de gars qui vont chercher leurs ténèbres en disant « mais en fait, ça, c'est de la merde aussi ». Et donc, ça nous fait du Orelsan, la fête est finie, ça nous fait du PNL, tout le dernier album, ça nous fait Nekfeu, etc. Je pense que cette vision cyclique, elle s'applique. Et alors, ce qui devient intéressant, c'est les artistes qui vont faire face au fait que ce soit un cycle, et les artistes qui vont s'arrêter. Donc, ceux qui s'arrêtent, pour revenir à la question de peut-on vieillir dans le rap ou pas, c'est ceux qui vont produire une œuvre. Pour moi, Nas, c'est ce qu'il fait. Produire une œuvre, l'œuvre est intemporelle, mais lui vieillit très mal parce que lui refait pas ce cycle-là. Il y avait, je trouvais dans une interview de Isha d'ailleurs pour moi qui est un exemple de personnalité qui a traversé ces ténèbres et qui maintenant a quelque chose à nous raconter parce qu'il a fait face à ses démons, etc. dans son histoire personnelle. Il disait pour moi quand on lui demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Il dit moi je vois la vie en chapitres. Et parce qu'il introduit le fait qu'il veut commencer à faire de la sape, etc. Il voit la vie en chapitres et son exemple c'est Forrest Gump. Il dit, quand tu regardes Forrest Gump, en fait, Forrest Gump, il a 5 vies en même temps parce qu'à chaque fois, il a des nouveaux challenges. Et pour revenir à... Donc, j'ai cité déjà Carl Jung, qui est un des pionniers dans cette discipline-là. Un autre pionnier, c'est Joseph Campbell. En fait, c'est celui qui a inspiré Star Wars, qui a inspiré la structure de Star Wars par ses analyses. Et il dit, ce que je pense être une bonne vie, c'est une suite d'épisodes héroïques. Maintes et maintes fois, on est appelé au royaume de l'aventure et on est appelé à de nouveaux horizons. À chaque fois, il y a le même problème, est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas? Et puis si on ose, les dangers sont là, et l'aide aussi, et avec pour résultat l'accomplissement ou le fiasco. Il y a toujours une possibilité de fiasco, mais il y a aussi la possibilité du bonheur. Et je crois que ça, c'est la différence entre une œuvre qui perdure, qui sera une épopée à l'intérieur de ta vie, et un artiste qui parvient à se renouveler tout le temps, parce qu'il retourne toujours à ses nouveaux combats. Je prenais l'exemple de Kanye West, parce que chaque album est le résultat d'un combat, pour lui, si on veut simplifier, mais des artistes comme Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, c'est exactement ce qu'il fait. Chaque album, c'est un retour aux enfers, c'est un retour dans la profondeur du truc. Et de façon intéressante, je crois que je l'avais repris aussi ici, quand on lui a décerné le prix Pulitzer pour Damn, le commentaire du prix Pulitzer, c'était, là je l'ai en anglais, mais c'est œuvre pleine d'authenticité et qui présente des vignettes de la complexité de la vie moderne afro-américaine. Donc c'est une fois de plus ce processus-là. Après, peut-être que Kendrick Lamar, il va arrêter, tu vois. Peut-être qu'il va plus trouver... Et puis, je vous laisse un autre exemple de raté, mais qui est plus un témoignage. Il y avait une très bonne interview de André 3000 de Outkast, qui est un des plus grands rappeurs de l'histoire de l'humanité, les plus talentueux et tout, qui dit, moi, je sais plus rapper, tu vois. Déjà, je trouve que rapper, c'est pour les jeunes, mais j'ai plus d'inspiration. J'arrive plus à faire quelque chose où je trouve que j'ai quelque chose à dire, etc. Et je crois qu'il fait face au fait que le rap ne correspond plus à sa vie de tous les jours et que c'est plus du tout le moyen par lequel il peut trouver quelque chose à dire, quoi. J'ai plein de choses à dire là-dessus, mais je pense à Booba, par exemple, aujourd'hui, qui a un discours qui est différent justement de son époque de lunatique, de sa vie un petit peu difficile, etc. Mais du coup, quels sont les démons qu'il affronte aujourd'hui, au sens où sa carrière continue, et c'est indéniablement un des pionniers de l'histoire du rap français, et aussi peut-être rajouter un truc par rapport justement au combat que font face les rappeurs. Est-ce qu'ils traversent leur époque en faisant face de manière valorisante dans le rap? Je te dis ça parce que, par exemple, je pense à 6ix9ine, qui, je pense, va marquer son temps de par son histoire, etc., mais qui a fait face à des combats qui ne sont pas vus comme étant valorisants. Je pense que personne dans 10 ans n'écoutera 6ix9ine. Il n'y aura pas d'héritier de 6ix9ine. Tu penses? Il n'y a personne qui va venir me dire « Moi, j'ai voulu devenir un rappeur parce que j'ai écouté 6ix9ine ». Je pense qu'il n'a aucun impact sur le monde futur. Il n'a rien à dire.
À part que c'est une snitch et que les gens diront, j'ai Il pas y a, envie il y d'être a- une il y a snitch. peut-être des gens qui vont balancer en disant je veux faire comme 6ix9ine. Mais pour revenir à ça, pour revenir à ce que tu as dit, Nas, il y a Drake qui a dit récemment qu'il voulait plus rapper à 35 ans. Enfin, il l'a pas dit tellement récemment, mais il y a genre 5-6 ans. Il a dit, moi, à 35 ans, je veux plus rapper. Et il dit, parce que finalement, pour moi, le rap, et là, enfin, c'est lui qui dit ça, il dit, le rap, c'est un truc de jeune, et je pense que j'aurais plus l'énergie, j'aurais plus de choses à dire dans cette forme-là. Et il a dit, éventuellement, je dis pas que j'arrêterai la musique, mais peut-être que je partirai sur un truc qui est beaucoup plus chanté. Et que je ne ferai plus des freestyles comme avant ou autre. D'ailleurs, je vous conseille beaucoup Chicago Freestyle de son dernier album qui est incroyable. Et là-dessus, il y a Young Thug qui a aussi parlé de ça et qui a dit, moi, j'ai énormément de choses bonnes à dire sur Jay-Z. Il dit, mais il est trop vieux, je l'écoute pas. Et c'est presque une règle qui s'impose. Il dit, moi, quand j'écoute du rap, j'ai envie d'écouter des personnes jeunes. Et donc, je suis pas en train de légitimer ce qu'il dit, mais il dit, je sais qu'il a des paroles incroyables et tout, mais je l'écoute pas. Je l'écoute pas, c'est en vieux, et moi, je vais écouter les jeunes parce que c'est ça qui me donne de l'énergie, etc. Et je pense que c'est des témoignages qui sont intéressants, enfin, en tout cas, qui sont bons à prendre, et qui reflètent finalement le fait, est-ce que vieillir dans le rap, quand bien même tu fais tous les efforts, est-ce que c'est même possible? Moi, je suis un énorme fan d'IAM depuis que je suis petit. J'ai même pas écouté le dernier album. J'ai pas voulu parce que je me suis dit ça va me faire trop mal, tu vois. Je sais pas, je le sens mal. Et c'est peut-être parce qu'ils sont vieux. Comme si maintenant NTM dit on fait notre tour, j'aurais peut-être même pas envie d'écouter. J'ai un peu ce même réflexe que Young Thug décrit, à mon avis, c'est de dire c'est passé, c'est fini, quoi. Mais alors, il y a du jeunisme, mais ça, c'est propre à beaucoup de types d'art. Je trouve que l'exemple de Jay-Z est intéressant parce que Jay-Z, moi, j'ai beaucoup kiffé son dernier album, 444. Et 444, c'est la descente aux ténèbres de Jay-Z. C'est exactement... ça rentre exactement dans ce casier-là parce que ce qu'il fait, c'est qu'il revisite son rapport avec sa mère, il revisite son histoire avec Beyoncé quand il l'a trompée, etc. Et c'était la seule œuvre possible, intéressante de la part d'un vieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il ne pouvait pas tabler sur la jeunesse, etc. Je suis d'accord. Mais en tant que développement artistique et marqué un moment dans sa vie, je trouve qu'il l'a fait, tu vois. Là où IAM, même concession que toi, je n'ai pas écouté l'album, mais je ne suis pas sûr de leur capacité à faire face. J'ai l'impression que IAM, il répète une bande passante. Mais je suis tout à fait d'accord avec Jay-Z n'avait jamais fait un album voilà. comme 444, c'est ça que je veux dire. Mais je suis d'accord avec ton analyse sur le fond, et c'est ce que tu as développé, je suis vraiment d'accord, mais je crois qu'il faut aussi tenir en compte la forme. On a parlé de Booba, par exemple. Booba, d'une certaine manière, ok, son discours change un petit peu, mais il raconte pas non plus sa vie à Miami. J'ai l'impression qu'il reste quand même dans un discours qui est relativement similaire. Par contre, sur la forme, il a énormément changé. Je veux dire, c'est le premier qui a amené le vocodeur en France, et il n'arrête pas, certainement avec des inspirations des States, etc., mais il invente un nouveau langage, Booba. C'est peut-être une des personnes dans le rap qui est la plus novatrice en termes de forme, de langage, avec tout un vocabulaire qui est nouveau, des gimmicks qui sont nouvelles, etc. Et je crois que c'est comme ça aussi que lui, il arrive à vieillir. Enfin, de nouveau, je suis tout à fait d'accord, mais je crois qu'il faut compléter ton analyse du fond, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, avec une analyse de la forme où tu as beau avoir une analyse de toi-même, etc. Si tu t'adaptes pas un petit peu à ton époque, je suis pas sûr que ça perdure. Et moi, je trouve ça intéressant avec Booba. Pour ajouter, je trouve que le fait de rester dans son époque, c'est aussi qu'il reste très proche des jeunes et qu'il y a un espèce de passage de flambeau permanent en disant, voilà, j'ai vu Maes, j'ai vu Z, je feat avec tous les jeunes qui ont de la tendance pour rester dans la vague et être considéré comme étant encore la personne dans le rythme de la modernité. Ouais, même physiquement, quoi. Même physiquement. Et parfois, je me pose la question, parce que tu disais un truc, c'est est-ce que pour qu'une œuvre traverse son temps ou marque son époque, est-ce qu'elle doit être validée par la jeunesse? Parce qu'il y a un jeunisme par la jeunesse, au sens où Jay-Z aujourd'hui, IAM aussi,
IAM, on peut voir qu'ils ont fait disque d'or quand même, etc. Mais je pense pas que IAM a été validé par la jeunesse hype qui est à fond dans le rap actuel, etc. Donc, de ce fait, ça n'a pas marqué justement cet album n'a pas marqué finalement dans le rap, quoi. Tu parles de IAM et de Jay-Z, tu dis pour les Ouais. deux cas. Je suis d'accord, je crois que pour le cas de Jay-Z, il ne s'adressait pas à la jeunesse. Et peut-être que, moi, il m'a marqué, je ne suis pas jeune, mais peut-être que des jeunes, plus tard, seront marqués par ça. C'est juste que les sujets ne sont pas... Tu vois, moi, de l'album de Booba, le dernier, un des sons qui m'a le plus marqué, c'est Petite Fille. Mais à 15 ans, qu'est-ce que j'en aurais eu à foutre d'écouter ce son-là, tu vois? C'est juste que, fatalement, les challenges et les ténèbres évoluent avec l'âge, et donc le discours évolue, et à mon avis, le public évolue aussi. Je pense que Booba est une exception dans toute cette histoire-là, parce qu'il a un génie d'innovation et de sentir les tendances. Pour moi, le parallèle constant qu'on peut faire, c'est Booba et Kanye West. Mais je dirais que la différence entre les deux, parce que Kanye West, dans la forme aussi, il évolue constamment et il change tout le temps, etc., c'est que, par exemple, Kanye West fait des paris qui peuvent être très, très ratés. Là où Booba prend peut-être moins de risques et combine plus la dimension développement personnel avec comment est-ce que je vais pouvoir faire de la maille. Le dernier album de Kanye West, moi perso, j'ai trouvé que c'était plus compliqué à écouter, quoi. Oui, mais c'est le dernier album de Kanye West, c'est le résultat, c'est clairement la dimension. Il a été plongé dans ses ténèbres à lui et il est revenu avec cette sauce-là, tu vois. Et moi, je l'ai trouvé d'autant plus marquant que ça redéfinit tout son parcours. Donc, il a vraiment une arc générale, Kanye West. Bon, on fera un débat sur Kanye West une autre fois, mais ce que je trouve important ici, et là où je te rejoins, Jean, c'est que vraiment ce que moi je propose ici, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire, si tu veux marquer ton époque, tu ne peux le faire qu'en étant authentique. Parce que les gens ne seront réceptifs qu'à ça. Tu ne peux pas manipuler et mentir. Enfin, tu peux manipuler et mentir et faire de la maille maintenant, mais dans 10 ans, on ne t'écoutera plus, parce que ça n'aura pas de sens réel. Alors, pour répondre à ce que toi, tu disais, qui est encore une image symbolique qui est intéressante dans Pinocchio, c'est la dernière fois que je parle de Pinocchio, c'est qu'il y a un symbole très fort à la fin de Pinocchio. Parce que quel est le challenge, quelles sont les ténèbres auxquelles Pinocchio fait face une fois qu'il comprend qu'il doit être authentique? C'est qu'il doit aller sauver son père Geppetto, qui est enfermé dans le ventre de la baleine qui est dans les abysses. Et en fait, c'est une image qui est répétée dans pas mal d'histoires, dans des mythes, Job, dans la Bible, etc. L'image de la baleine et l'image de sauver son père. C'est la même chose que Simba fait quand il retourne. En fait, il retourne pour récupérer la puissance de son père qui lui dit « tu m'as déçu », etc. En fait, c'est l'idée que sauver son père, c'est l'idée que la culture qui nous a donné naissance, elle est morte. Parce que fatalement, elle a été établie pour une époque précédente. Elle est toujours morte, la culture. Et toi, ton rôle en tant qu'artiste, c'est d'aller récupérer cette culture et de la sauver et de lui donner une nouvelle vie. Ouais. Tu vois? Et je pense que ce qu'on dit là, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, les artistes qui innovent, c'est pas des artistes qui vont... Les artistes qui donnent quelque chose de nouveau, c'est pas les artistes qui vont simplement copier ce que le passé a donné. C'est ceux qui vont aller plonger pour ressusciter le passé à l'époque actuelle. Et donc, je pense qu'en ça, cette symbolique-là, elle rejoint ce que toi, tu dis. C'est-à-dire que pour sauver ton père du passé, tu dois le ramener à la surface. Tu ne peux pas le laisser dans le fond. Et si tu le laisses dans le fond, c'est un peu ce que IAM fait en gardant un peu les mêmes gimmicks et les mêmes choses, mais c'est plus de... Tu ne fais pas avancer la culture avec ça. Ouais, en fait, de nouveau, j'ai même pas écouté l'album d'IAM, mais si ça se trouve... C'est pas très bien ce qu'on Non, fait. mais si ça se trouve, il raconte vraiment des trucs mais ils sont coupables aussi. qui sont C'est eux qui sincères. nous ont tapé 5 albums où Voilà. on se faisait chier, donc c'est Voilà. normal qu'on arrête de les écouter. Et je pense que la différence avec Booba, c'est justement, et je crois que Nikita a tout à fait raison, c'est qu'il y a un truc où tu touches les jeunes aussi par ta posture, par plein de choses. Là, IAM, tu les vois rapper et tu te dis, putain, c'est vraiment des padrés qui... C'est qui IAM, quoi. Et Booba, en ça, il a été fort. Et je pense que... Et pour revenir à ta conversation sur le fond, je pense que PNL... je suis pas le plus grand fan de PNL, contrairement à vous deux. Ce qu'on ne comprend toujours pas. Même si je respecte tout à fait leur succès et tout, et qu'il y a quand même pas mal de sons que j'ai bien aimés. Mais eux, je pense que leurs 3 derniers albums, ben, c'est vraiment une belle illustration de ça. Où on voit que leur premier album, ils parlent de thèmes qui sont tout à fait différents du second et qui sont tout à fait différents du troisième, où le troisième, ils parlent justement de leur succès et en mode... avec toutes les problématiques qu'ils rencontrent dans ce succès, quoi.
Et je trouve que eux, ils ont vraiment bien su adapter finalement leur écriture à leur vécu, quoi. Et je trouve que c'est fort et que finalement ils racontent des choses qui sont vraiment intimes, et je pense que ça peut se déplaindre à plein d'artistes, et il y avait quelque chose que Nekfeu disait dans son documentaire que je trouvais intéressant. Il fallait l'entourage à un moment donné. Je savais que vous alliez dire. Et il disait finalement, ce qu'il y a de plus intime, c'est ce qu'il y a aussi de plus universel, quoi. Et c'est ce qui touche vraiment les gens fort, et je pense qu'un artiste se doit d'être sincère du coup pour arriver à toucher les gens, sans quoi ça, en tout cas à partir d'un moment, ça marche pas. Mais c'est pour ça que par rapport à l'approche qu'on avait au début, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas une recette pour la réussite. C'est pas si tu fais ça, alors tu vas réussir, mais si tu ne fais pas ça, tu vas pas réussir. Voilà, tout à fait. Et réussir ici, c'est autant au sens du ton œuvre ne va pas perdurer, alors que dans la forme PNL, tu vois, c'était pas donné que ça allait plaire aux gens, tu vois, mais ils ont été vrais. Et toute leur histoire, c'est une histoire de faire face à leurs démons, prendre leurs responsabilités, etc. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a une tendance qu'on est en train d'observer, parce qu'on a vu ces générations passées, ceux qui l'ont été le plus, qui ont été le plus intimes et le plus fort là-dedans, sont ceux qui ont marqué le plus les générations suivantes. Et ceux qui l'ont pas été, en fait ils ont été oubliés. C'est-à-dire que en termes de style, la dimension émo qu'il y a maintenant, etc., tous ces gens-là ont été marqués par Kanye West, Kid Cudi, Drake, etc., beaucoup plus que d'autres de la même époque qui pouvaient cartonner tout autant, mais qui étaient moins réels. Et donc je crois qu'on peut même expliquer la dimension beaucoup plus introspective des nouvelles générations, beaucoup plus émotionnelle, introspective et moins sociale, par le fait que ce qui les a marqués eux, pour revenir à ce que tu disais par rapport à 6ix9ine, ce qui les a marqués eux dans la nouvelle génération, ça a été des gars qui ont été beaucoup plus émotionnels, parce qu'on a eu la deuxième génération d'artistes rap. Tu vois, et donc je crois qu'on peut aussi comprendre ce qui marque les gens par ces thèmes-là. Et est-ce que par introspection, on entend mélancolie? Dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que je discutais avec certains rappeurs, je discutais avec SCH concernant le statut de classique. SCH, aussi quelqu'un qui a vraiment fait face à ces ténèbres. Ouais, Julius, c'est exactement ça. À fond. Et il me disait, tu sais, moi je pense que ce qui devient un classique, c'est quand le morceau ou l'album, il y a une part de mélancolie, tu vois. Parce que l'introspection, on parle d'émotions, mais il y a des émotions qui sont vues comme étant des émotions positives, entre guillemets, qui sont la joie et autres. Et je pense à Yannick de ces soirées-là, ça n'a pas traversé le temps. Est-ce que la place de la mélancolie, justement, permet de faire tourner la carrière? Je pense plutôt que la mélancolie, c'est un sentiment qu'on retrouve souvent lorsqu'on entre en introspection, mais que je pense que c'est vraiment plutôt l'introspection qui est importante, et que un son n'est pas forcément profond, etc., parce qu'il est mélancolique. Je pense que la mélancolie, c'est un ingrédient auquel les gens peuvent toucher. De façon générale, pour faire référence à cette littérature-là, Carl Jung, il fait référence à la part d'ombre de chacun. Et il dit qu'une personne devient complète à partir du moment où elle a intégré sa part d'ombre. Donc la part d'ombre, ça peut être la mélancolie, ça peut aussi être toute une série de traumatismes que les gens ont vécu, toute une série de non-dits à travers lesquels ils ont dû évoluer, et qu'ils ont... En fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de regarder là où tu ne veux pas voir, c'est les choses contre lesquelles tu t'es construite, vers lesquelles à un moment donné tu dois te tourner pour devenir qui tu dois devenir, tu vois. Booba disait, moi je veux devenir celui que j'aurais dû être. Mais c'est exactement ça. Et je trouve que tu as vraiment tu peux lister comme ça des moments où des artistes ont dit, ok, moi je fonce là-dedans. Et je trouve que Booba, un moment où il le fait, c'est Pitbull, où il reprend vraiment toute son enfance et il va dans la mélancolie de son enfance. J'avais dit Stromae et Papa Outé. Je trouve que par exemple Dinos, il le fait dans Helsinki. C'est un son où tu peux en faire un dans ta vie. Même les pleurs du mal aussi, je trouve. Mais Helsinki, c'est tellement personnel. Ouais. Tu vois, il raconte vraiment... La plus belle chanson d'amour de rap, je trouve. Tout à fait. Et il a fait le Rap Contenders, d'où le lien et son affection. Je trouvais que Eminem, c'était Lose Yourself, 8 Mile, mais même toute son évolution au début, c'était toujours face à ses propres démons. SCH Julius, Orelsan, tout son dernier album. Et un des premiers mois qui m'a mis cette graine dans l'esprit, c'était Isha, quand il fait MP2M, et où tu vois là que... En fait, tu vois la démonstration de quelqu'un qui est descendu dans les enfers, qui a fait face au décès de son père, qui a combattu le dragon de la tristesse, etc., et qui revient avec un cadeau, quoi, tu vois, parce que MP2M, c'est un cadeau pour tout le monde. C'est comment est-ce que tu peux bien vivre le souvenir de ton père, quoi, tu vois, et qui en fait reproduit même maintenant avec les magiciens. Et
ces rapports-là, qui est en fait la recette de Stromae aussi, tu vois, mais ces rapports-là, tout le monde n'est pas capable de le faire, et c'est pour ça qu'on est enclin à respecter et à être touché par cette démarche-là. Ouais, et il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres artistiques qui se font par des artistes qui sont mal au moment de l'écrire et qui sont en dépression, etc., notamment dans un travail introspectif qui est très, très profond et très, très noir. Moi, je pense à un des albums que je préfère dans tout le rap français, c'est Sol Invictus d'Akash. Il était en dépression de dingue et pour moi, cet album, il est magnifique. Genre, tout est trop beau et on peut même le décliner à d'autres compétences. Je pense à il a tout bien vieilli. Voilà. Je peux te le réécouter et il passe tout bien. Et par exemple, le film Dark Knight avec le gars qui joue le Joker et qui se suicide après, il paraît qu'il était hyper mal pendant le tournage aussi. Je pense que ça arrive souvent. Batman, un autre profil d'orphelin qui doit faire face à ses ténèbres, on retombe là-dessus. Et je pense que la dépression n'est pas du tout, enfin peut tout à fait être liée à des œuvres artistiques qui sont de grande qualité, notamment pour ce travail introspectif et effectivement souvent lié à la mélancolie. Je pense à Gizmo, moi. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Gizmo? Est-ce que son œuvre va traverser au sens où lui, il est constamment dans l'aller-retour, dans les ténèbres, dans la rédemption, etc. Mais ça reste quand même un artiste très confidentiel. Moi, de mon point de vue, en tout cas. Ce qui me dérange parfois avec Gizmo, c'est un artiste que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'en ai parlé pas mal dans les épisodes précédents. Je trouve que ses albums sont parfois un peu incohérents. Il met toujours une chanson, et c'est celle que je tue à chaque fois, sans refrain, où il rappe pendant 3-4 minutes, qui est en général incroyable, et puis tu as quelques sons où tu te dis, mais ça il l'a mis pour passer à la radio et ça ne va pas. Et justement, je trouve qu'il y a un truc qui justement ne se lie pas à la mélancolie qui peut recracher en général, quoi. Tu dis pas ça parce qu'elle a quitté l'entourage quand même. Pas du tout. Ouais. On arrête avec cette running joke. Non, mais c'est vrai que on peut aller un peu plus loin et dire qu'il y a des artistes qui en reviennent pas. Et c'était un peu ce que je disais dans la citation, c'est que faire face aux ténèbres, tu le fais au péril de ta vie. Tu vois, Thor, dans Avengers, quand il fait face aux ténèbres, il perd un œil, tu vois. Parce que pour que ce soit un vrai défi, il faut qu'il y ait quelque chose à risquer, quoi, tu vois. Et il y a toute une série d'artistes. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a. Enfin, Kurt Cobain, c'était le même délire, tu vois. C'était un artiste qui était descente au chaos et puis qui est pas capable de remonter. Mais je crois que ceux-là ont aussi une part à jouer parce qu'ils développent une fascination un peu de l'anti-héros, tu vois. Parce qu'on respecte quand même le fait qu'ils soient descendus vers les ténèbres et qu'ils aient fait face à parce que c'est le cas du Joker, tu vois. Et Mac Miller, enfin on peut aussi citer Mac Miller. Je sais pas si vous avez écouté son dernier album, moi je le trouve vraiment incroyable. Et là il est sorti justement des Sentiers Battus où il a fait beaucoup de rap pendant tout un moment. Et là j'en parlais avec des potes l'autre jour et je me disais est-ce que c'est un album de rap? Enfin bon, bref, c'est encore une autre question, mais est-ce que c'est un album de rap? Il se confie à fond dans cet album qui est vraiment, vraiment bien. Et pour le coup, là, il a adapté sa forme aussi parce que sa forme est devenue plus propre à lui. Tout à fait. C'est entre du rap et Jack Johnson, quoi. C'est un truc que moi, j'avais jamais entendu auparavant. Et il l'a développé parce que, je pense, qu'il était dans cette démarche vraiment authentique de créer un truc qui... Et il était pas bien. Je veux dire, c'est pas un suicide qu'il a fait, mais bon, est-ce qu'une overdose, c'est pas aussi une forme d'appel à l'aide et de trucs... Donc je crois que ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de sous-entendre que pour vieillir dans le rap, il faut être un putain de déprimé Ça, je pense, mais ça, justement, je pense pas. Je pense qu'il faut faire un gros travail sur soi et que c'est des exercices qui souvent sont éprouvants émotionnellement. Mais je pense qu'il y a certainement... J'ai pas l'impression que tous les artistes qui perdurent sont forcément déprimés. Jay-Z, Booba, par exemple. Ouais, enfin, regarde Jay-Z, il avait quand même il donnait quand même bien l'impression d'être déprimé dans 444. Et tu sais, quand tu regardes même un Dr. Dre, que tu regardes Defiant Ones, le documentaire sur sa vie avec Jimmy Iovine, bah, honnêtement, même quand il est passé en mode beats et qu'il a encore fait face à plein de challenges, il était en stress tout le temps de est-ce que ça va marcher pas. Donc je crois que la démarche, c'est plus est-ce que ces gars ont les couilles de descendre dans les ténèbres. Les ténèbres, en fait, c'est un terme, mais c'est symbolique de ont les couilles de prendre leur vie en main et devenir celui qu'ils doivent être. S'ils ont les couilles de faire ça, ils peuvent le décliner sous plusieurs formes. Ça peut être
un rappeur, puis qui ensuite, et c'est un peu comme ça, je pense, que Isha l'introduisait en disant moi, je peux commencer à faire de la SAP, je peux commencer à produire d'autres gars, etc. Ce qui aussi détient son lot de challenge. J'allais dire justement, c'est quand t'as cité Drake, ça m'a fait tilter, c'est genre, est-ce que vieillir dans le rap, ça veut dire vieillir en tant que rappeur? Les exemples sont très nombreux d'anciens rappeurs qui deviennent producteurs ou qui commencent à s'orienter vers d'autres métiers du rap. Et je pense que les ingrédients, en fait, on les a déjà donnés avant et que tu as complètement raison là-dessus. Le problème, c'est que rapper, comme il y a la dimension sociale et générale, etc., surtout si tu rentres par cet angle-là, transiter de ça une fois que ta vie ne correspond plus à ta source d'inspiration principale, c'est très très dur. Et rester pertinent quand tu n'as plus ça et qui est que sur de l'introspection, c'est encore plus dur. Donc toutes ces étapes-là, on perd et on garde 1%, 1%, 1%. Ne restera à la fin que quelques-uns, dont, disons, Jay-Z, Booba et quelques autres. Mais ça fait partie du processus, quoi. Ça fait partie intégrante du processus, mais ça ne veut pas dire que, comme tu dis, je crois qu'il y en a beaucoup qui... Un qu'on n'a pas encore cité, mais qui pour moi a fait une démonstration magnifique de ça, c'est J. Cole. Parce que J. Cole, en plus, je kiffe parce qu'avant il s'appelait Young Simba, donc il intègre vraiment cet archétype-là. Mais lui, il a vraiment eu son truc de moi, en fait, vos strass et vos paillettes, niquez vos mères, je veux devenir authentique. Et il est vraiment rentré dans son truc roots authentique. Et maintenant, ce qu'il en fait, c'est qu'il établit une dynastie, quoi, tu vois. Et maintenant, il essaye de. Et c'est ça que quand tu deviens sage, c'est vers ça que tu dois tendre, c'est que tu deviens la culture et ton rôle maintenant, c'est d'avoir des nouveaux Pinocchio qui viennent te sauver. Et c'est exactement ce qu'il fait maintenant avec son label. Et je trouve que c'est ça le cycle, quoi, tu vois. Et je pense que, en tout cas dans le rap français, on est dans une période relativement particulière pour parler de vieillir dans le rap, parce qu'on a eu un tel creux dans les années 2000 que maintenant, est-ce que les rappeurs maintenant des années 2010 ils vont vieillir, on le verra sans doute dans la prochaine décennie. Mais finalement, les exemples de gros succès de rap, on a IAM, mais là ça devient vraiment des vieux, quoi. IAM, NTM, Booba, qui était à la fin de cette période-là. Et donc il y a aussi cette histoire on a eu un vrai creux, et donc on a allez, j'exagère quand je dis qu'il n'y a rien eu, hein, mais pendant 10 ans il y a eu beaucoup moins, et donc on a un petit peu moins d'exemples, d'expériences qui se sont faites à la décennie précédente et qui perdurent maintenant, quoi. Ce sera vraiment intéressant de voir dans 10-20 ans, quand on fera le Mondamani numéro 150, qu'est-ce qui seront devenus ces rappeurs de cette génération-ci. Je pourrais parier qu'il en restera 0,001%. Et le problème, c'est que je ne sais pas qui. Parce que tous, et c'est un peu un débat qu'on a déjà eu, mais tous peuvent à un moment donné se réaliser. Et on peut avoir un Kobalade qui devient super conscient et qui nous fait une J. Cole, tu vois. C'est possible. Et ce sera d'autant plus intéressant. Et ça deviendra ouf. Un peu, et il y a eu des cas précédents, je l'ai déjà répété, mais je trouve que Vald s'est réalisé en tant qu'artiste, quand on le connaissait déjà. J. Cole, c'est ce qu'il fait, etc. Donc, c'est tellement possible pour tous ces petits artistes que je ne sais pas lequel va se réaliser. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment des artistes qui devraient le faire. Je trouve qu'il y a malheureusement certains artistes que je kiffe et pour lesquels j'avais plein d'espoir. Et je vais lâcher des blazes. Mais pour lesquels, en fait, je suis en attente qui commencent à nous raconter quelque chose d'intéressant. Je dirais qu'en France, je mettrais PLK et Jossman dans ce cas-là. C'est que je trouve qu'ils sont talentueux et qu'ils parlent à leur époque, tout ce que tu veux, ils n'ont pas grand-chose à dire. Et PLK, je le kiffe, mais quand il dit qu'il passe sa vie en studio, tu vois, peut-être que passe un peu de temps ailleurs, tu vois, parce que tu as besoin de nous raconter quelque chose. Moi, son album m'a beaucoup déçu, personnellement. Mais je pense que ça fait partie de ce... PLK, t'es bon, t'as le talent, etc. Trouve des trucs à nous raconter, quoi, tu vois. Touche-nous. En Belgique, maintenant, je suis là, j'attends que Aiko fasse ça. Je trouve que Aiko est très fort. Il nous a démontré qu'il était fort et tout. Il a rien à raconter. Il est dans la blague et c'est très bien pour lui. Il a son style. Le jour où Aiko aura fait cette transition-là, je crois qu'il peut devenir un des plus gros rappeurs belges. Mais tant qu'il l'a pas fait, il va pas marquer l'histoire. Et peut-être c'est pas son but, hein, mais il va pas marquer son temps avec le genre d'œuvre qu'il produit pour le moment. Et je crois qu'il y a un artiste dont on a peut-être pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais qui est très fort comme ça, c'est que Damso, justement, lui, il raconte vraiment quelque chose et il évolue hyper fort dans ses différents albums où, enfin, je dirais, entre Batterie Faible et Lithopédion, il n'y a pas grand-chose en commun au niveau des thèmes, etc. Et pourtant, je trouve que ces 3 albums sont incroyables
et qu'il arrive vraiment à, autant dans le fond que la forme, à évoluer avec et son personnage et son temps et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment un exemple qui, pour moi, va perdurer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi au niveau de Damso. Et qu'à un moment, il s'arrêtera aussi. Je pense qu'il va bientôt sortir un album. Je me demande si ce ne sera pas le dernier. Et qu'après, il va se renouveler dans d'autres choses. Après, tous les grands rappeurs se sont toujours arrêtés avant la fin de leur carrière. Jay-Z a dit 10 000 fois qu'il arrêtait, il est toujours revenu. Booba, il nous fait des blagues. C'est l'effet Michael Jordan, ça. Ouais. Mais je pense que ça peut faire du mal. C'est pas exactement... Par exemple, Salif, lui, pour moi, c'est un exemple de gars qui cartonnait et qui a dit « je m'arrête ». Moi, je trouve qu'il cartonnait pas vraiment. Dans le sens où... Qu'est-ce qu'on entend par cartonner, en termes de vue. Tu vois, je trouve qu'il a traversé... Il a été une grande influence pour les gens, mais en termes de popularité à son époque, ils s'en plaignaient aussi beaucoup, tu vois. Et je trouve que son réel combat, c'est le fait d'arrêter, d'aller dans la religion. Parce que lui, il a fait comme Fab un peu. Donc il est parti dans la religion, il a tout arrêté. C'est aussi un combat. Oui, mais c'est pour ça qu'ici, ce qu'on parle, c'est marquer son époque. On parle de vieillir, pas de succès. Donc là, c'est vrai que Salif, il a marqué son époque. Il a créé toute une série de disciples. Et entre guillemets, j'ai pas envie de le voir péjorativement, mais il a pas pris de risque en mode je vais pas tenter un nouveau truc pour éventuellement gâcher tout le bien que j'ai. C'est un peu comme si IAM s'était arrêté après ses 3 premiers albums. Mais putain, franchement, ils auraient peut-être bien fait en fait, parce que ce serait. Enfin, on n'aurait que du positif à dire d'eux, entre guillemets. Pour amener ça à une conclusion, il y avait, je trouvais un élément important dans ce processus-là, et qui est un peu ce processus de génération en génération que je trouvais stylé. Et donc peut-être pour directement aller sur la punchline, je trouvais qu'il y avait un truc incroyable que Jay-Z a dit dans Dead President. Il a dit We don't shine, we illuminate. Et je trouve ça très fort parce que c'est exactement ce que un artiste doit faire. C'est-à-dire, c'est pas la lumière sur lui qui compte, c'est la lumière qui fournit à tout le monde. Et je trouve, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi, Nekfeu est un peu toujours coincé dans ses bas-fonds. Il n'en est pas encore revenu, il est toujours en train de se battre avec ses démons. Mais c'est intéressant parce que Nekfeu, dans Feu, une de ses punchlines que j'avais kiffé, c'était quand il disait moi je suis là pour briller. Mm-hmm. Et j'ai un peu ce sentiment de ok, ben le moment où tu seras là pour illuminer, peut-être que tu auras fait ton parcours complet comme Jay-Z l'a fait. Je trouve que c'est peut-être juste pour la phase qu'il avait fait, mais... qui était incroyable à l'époque. Et c'était son époque. Il était jeune et c'est ça qu'il doit faire. Mais tu vois, cette transition de briller à illuminer, c'est ça, je pense, qui fait la différence des grands, quoi. À fond. Toi, c'est quoi ta punchline? Alors, ma punchline, c'est de Youssoupha, dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs. Alors, je trouve que c'est quand même un artiste qui a bien vieilli. Tout à fait. J'ai pas autant kiffé son dernier album que les précédents, mais c'est un gars qui déjà prend son temps pour faire des albums et qui, je trouve, a toujours fourni de la qualité et qui aussi se diversifie pas mal dans le rap. Et qui, je trouve ça intéressant chez lui, c'est qu'il a toujours critiqué justement ces sons avec moins de fond ou avec l'utilisation de l'autotune, mais il produit des gens comme NASA, des gens comme Que Black, etc., qui sont vraiment à l'opposé, en tout cas, du Youssoupha qu'il a été. Tout à fait. Et la punchline, c'est « Vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix ». Voilà, c'est dans son dernier album. Stylé. C'est marrant parce que je crois qu'il a dit la souffrance est obligatoire. Non, la douleur est obligatoire, la souffrance est un choix. Donc il reprend souvent les mêmes formules, Youssoupha. Et moi, je finirai par une phrase de Mac Taylor qui dit « J'ai tellement vécu que je ne vieillis plus ». Incroyable. Merci en on tout cas, termine sur ça. Merci d'avoir regardé cet épisode du Monde Amani. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et on discutera ça dans l'espace commentaire. Abonnez-vous, tout ça et donnez du love. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Pourquoi tant de violence? Pourquoi ça pique comme avant? Où sont les bons moments? Je vais te voir comme maman. Pourquoi tant de violence?